plutôt plus bas que le continent. Ça veut dire que ce taux, par exemple, au Portugal, on est 24, bon, les Açores peuvent avoir 16. Oui, peuvent avoir 16. Et en réalité, l'Assemblée législative, parce qu'il y a un Parlement qui est élu, etc., l'Assemblée législative d'Azores a réduit le taux de l'impôt sur le revenu des personnes morales, comme on dit ici, comme on dit en France, des personnes collectives, comme on dit au Portugal, en 30%. Bon, la Commission, qu'est-ce qu'elle a fait? A introduit une procédure qu'on appelle selon le traité une procédure d'enquête formelle en application du paragraphe 88 numéro 2 du traité. Cette procédure vise à voir s'il y a ou pas une aide d'État dans ce cas-là. Je rappelle que les aides d'État doivent être notifiées, oui, les États doivent notifier à la Commission des aides d'État. Parfois c'est difficile de savoir s'il y a vraiment une aide d'État ou pas. Si l'aide n'est pas notifiée, l'aide est illégale. Si l'aide est notifiée, elle peut être incompatible ou peut être déterminée comme compatible. C'est la Commission qui fait cette analyse-là. Bon, et à la fin de la procédure, la Commission a considéré que cette réduction était une aide d'État à caractère régional. Ça veut dire qu'il y avait une sélectivité territoriale. Ça, c'était vraiment la position traditionnelle de la Commission. La Commission disait toujours que s'il y a un régime dans une île, dans une région, un État, etc., qui est différent par rapport au régime normal de cet État, par exemple concernant les taux, mais même d'autres choses, ce régime-là doit être analysé comme une aide d'État. Bon, mais là, la Commission a ajouté qu'elle pouvait dire que le régime des Açores était compatible avec le traité, mais seulement concernant les entreprises non financières. Ça veut dire les banques, etc. Non, ils devraient être taxés avec le taux du continent, pas avec le taux de la région des Açores. Donc, pour les autres entreprises, la Commission pouvait accorder une dérogation. Et la Commission a intimé le Portugal à récupérer les aides d'État qui étaient considérées comme incompatibles. Parce que la vraie sanction du régime des aides d'État, c'est la récupération des aides illégales ou incompatibles auprès des entreprises qui ont bénéficié de ce type d'appui. Quelle était la position portugaise? La position portugaise était la contraire. Le Portugal disait que l'aide n'est pas une mesure sélective, est une mesure à caractère général. Pourquoi? Parce que on doit prendre un cadre de référence pas le territoire national ou le territoire national portugais, mais seulement le territoire d'Azores. Et si on prend en considération le territoire d'Azores, bon, toutes les entreprises qui étaient dans ce territoire, qui étaient localisées dans ce territoire, elles payaient les mêmes impôts. Donc, il n'y avait pas de sélectivité. Dans le territoire des Açores, la mesure s'appliquait, comme il est dit là, à toutes les entreprises et à tous les secteurs. Et même, disait aussi le gouvernement portugais, même si la Commission a une opinion divergente, bon, quand même la mesure pouvait être
justifiée par une clause qui existe dans une orientation de la Commission sur les aides fiscales. Malène a déjà parlé de ça. Une mesure peut être justifiée par la nature ou économie du système. Bon, la mesure, le Portugal a donc mis un recours auprès du tribunal de première instance. Il y avait dans le passé quelques arrêts sur questions de ce type, mais en vérité, le tribunal n'avait jamais se penché, au moins directement résolu une question de ce type. Bon, ce que le tribunal a dit, c'est que à ce moment-là, à 2002, dans les cas Ramondine et Daïmou, c'était que le caractère sélectif d'une mesure ne dépend pas de son efficacité spatiale limitée. Ça veut dire que le tribunal ouvrait la porte pour considérer le cadre comme cadre de référence par le territoire du Portugal, dans le cas qui nous intéresse, mais le territoire des Açores. Mais en vérité, dans ce cas-là, il n'a pas résolu la question, il n'a pas donné des critères parce qu'il a considéré les cas Ramondine Daïmou comme mesure dommageable, comme état incompatible, mais par d'autres raisons. Parce que le régime privilégiait les grandes entreprises et il existait une sélectivité de facteurs. Bon, voilà l'arrêt que la Cour de justice a donné concernant le cas des Açores. Malène a déjà dit que selon la Cour, oui, on peut prendre en considération pas le territoire national, mais le territoire de la région, dans ce cas de la région des Açores, quand l'autorité régionale jouisse d'une autonomie suffisante de droit et de facto. Le Conseil d'autonomie suffisante a d'une certaine façon être introduit par le Royaume-Uni et par l'avocat général Saggio dans ce procès. Pourquoi parce que le Royaume-Uni était très intéressé à cette affaire-là, parce que le Royaume-Uni, comme vous savez, est constitué par l'Angleterre, l'Irlande, du Nord, l'Écosse et le Pays de Galles. Bon, il défend qu'il y a une autonomie suffisante concernant ces territoires. Surtout l'Écosse et l'Irlande du Nord ont des règles très très différentes du Royaume-Uni. Bon, c'est pour ça qu'on va dire qu'il faut que les trois critères soient cumulativement remplis. Autonomie constitutionnelle, ça veut dire que du point de vue constitutionnel, les Açores seraient une région vraiment autonome. Du point de vue procédural, ça veut dire que l'État portugais n'a pas la possibilité d'intervenir dans une décision qui doit être prise par le Parlement des Açores. Et finalement, autonomie économique, ça veut dire que ce sont les contribuables des Açores qui doivent subir la mesure, les conséquences de la mesure. La baisse des impôts ne doit pas attendre les contribuables portugais du continent, mais les contribuables des îles des Açores. Et c'est là qu'il va dire que, en réalité, de facto, il n'y a sur le plan économique et financier vraiment une autonomie des Açores. Et pourquoi? Parce que
La loi, une des lois, la loi des finances régionales, et même le statut de la région, dit qu'il y a un principe de solidarité juridique entre le continent, entre l'État portugais en général, et les régions de Madère et des Açores. Et l'interprétation du tribunal, c'est que de là, de ce cas, peut découler que la diminution du taux de l'impôt sur les personnes morales va être compensée par des transferts budgétaires de l'État central. Donc, qui va payer la baisse des impôts est le contribuable du continent. Et il exige à l'État portugais la preuve du contraire, qui est, d'une certaine façon, une preuve diabolique. Quelles sont les principales choses qui sont derrière ce type d'accord? Bon, d'abord, j'avais déjà dit le concept, l'élément du concept de l'État qui s'appelle sélectivité a été énormément élargi après le commissaire Monti, précisément pour lutter contre la concurrence fiscale néfaste. Le régime des aides d'État va devenir une sorte de hard stick pour le soft law qui est le code de conduite sur la fiscalité des entreprises dont Madère a déjà parlé. Bon, et surtout, on va adopter concernant les mesures fiscales un critère très spécifique de ce qui est normalement considéré la sélectivité. Parce qu'il n'y a pas seulement d'aide fiscale, les aides d'État peuvent être d'autres natures, des subventions, des subsides, des garanties, etc., des avals, des congés, etc. Et en principe, je défends qu'il n'y a aucune raison que les aides fiscales soient plus maltraitées que les autres sortes d'aide, parce qu'un principe aussi, c'est sûr que ce sont les États qui n'ont pas tellement d'argent qui peuvent donner l'aide fiscale, parce qu'ils donnent ce qu'ils n'ont pas encore. Les autres n'ont pas besoin de ça, des subsides, ils ont déjà l'argent. Donc même d'un point de vue moral, il faut que les aides d'État, en général, toutes les aides d'État soient traitées de la même façon. Donc, le critère ici, c'est le critère du système normal versus le système dérogatoire. Et les dépenses fiscales d'un État sont vues comme dérogation. Là, il y a un problème, c'est le problème de ce que sont dépenses fiscales. C'est un concept qui est apparu en Amérique, ensuite il va être adopté pour l'OCDE, mais c'est un critère qui n'a pas vraiment le sens que le régime des aides d'État vient lui donner. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne ce régime, le critère de dépenses fiscales va fonctionner comme une sorte d'harmonisation fiscale déguisée. Et l'harmonisation fiscale ne peut pas être consolidée par des mesures de ce type, mais seulement par des directives communautaires. Bon, la position que la Cour vient d'adopter, en première place, protège la décentralisation symétrique. Ça veut dire la décentralisation qu'on connaît au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que si chaque part de l'État, du même État, a son taux, ça veut dire qu'il n'y a pas de taux normal. Si un a 10 et l'autre 15, et l'autre 20 et l'autre 23, quel est le taux normal? Ça n'existe pas. Donc le critère ne peut pas être appliqué à des États comme le Royaume-Uni. Ensuite, il faut encore considérer que si on prenait tout le territoire de la communauté,
on verrait très rapidement que le régime des Açores ne fait, la mesure de la baisse de taux ne fait aucune concurrence déloyale au sein de l'Union européenne. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a des autres îles qui sont des États membres de la communauté, par exemple l'Irlande ou Chypre, mais je peux ajouter d'autres États, qui ont des taux de l'impôt sur le revenu des personnes morales, des taux bien plus baisses que les Açores avaient avec la mesure. Bon, et comme pour ces États, elle n'est pas considérée comme une aide d'État, est considérée une mesure à caractère général, ça veut dire que l'Irlande va avoir 12,5%, le Chypre 10%, et les Açores ne peuvent pas avoir 18, 17%. C'est un peu bizarre cette question. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'était peut-être difficile de savoir quel est le taux normal au sein de l'Union européenne. Et ensuite, parce qu'il faut défendre, dit la communauté, la souveraineté des États membres. Mais ici, défendre la souveraineté, c'est juste le contraire. L'effet de cette doctrine, ce n'est pas défendre la souveraineté, mais mettre en cause cette souveraineté. Donc, cette position est préjudicielle aux régions ultra-périphériques. Ce n'est pas le Portugal qui a inventé le concept de région ultra-périphérique. L'intérêt communautaire est là. Il y a une région comme les Açores qui est considérée par le traité comme une région ultra-périphérique. Et ensuite, la Commission, pour dire ça, se méfie beaucoup de l'autonomie qui est prévue dans les constitutions. La Constitution, c'est une chose qui n'est pas tellement bien aimée de ce point de vue. Bon, mais les États ne changent pas leur Constitution à cause de la concurrence fiscale. Je ne connais pas aucun cas, pour moi. Et ensuite, le message que la Commission et surtout le tribunal vient de dire, c'est la suivante. Bon, monsieur, vous n'êtes pas suffisamment autonome, donc il faut lutter pour une autonomie suffisante, peut-être l'indépendance. Ça, c'est un critère politique déguisé derrière une décision qui se prétend être juridique. Merci pour votre attention. Merci, mon cher collègue, de nous avoir exposé ce cas extrêmement particulier, mais qui est un très bon exemple des effets inattendus que peut avoir le régime des aides d'État. Et maintenant, pour clôturer ce cycle d'exposés, nous allons entendre le professeur Marc Bourgeois de l'Université de Liège, qui va nous parler de l'encadrement de la concurrence fiscale dans un État fiscalement décentralisé. Et il va aborder le cas de la Nouvelle-Belgique, et c'est grâce à la proximité de la date de ce colloque que la Belgique, à cette occasion, s'est dotée d'un gouvernement qu'elle attendait depuis longtemps, ce qui va permettre au professeur Bourgeois de nous faire un exposé institutionnel complet. Mon cher collègue, vous avez la parole. Voilà. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre accueil formidable. Remercier le professeur Lalani pour l'honneur qu'il a fait de m'inviter à ce très intéressant colloque. Et c'est la première fois pour moi. Ce n'est pas la première fois par an, c'est la première fois où je viens. Et je suis vraiment impressionné par la qualité de l'accueil et la sympathie. Donc, je suis très heureux d'être là. Alors, je vais vous parler de la concurrence fiscale, mais à l'intérieur d'un État, spécifique, la Belgique, qui est l'État que je connais le mieux. Et comme le professeur Malherbe vient de le dire, nous avons battu un record de crise gouvernementale, puisque nous sommes restés plus de 500 jours sans gouvernement fédéral, ce qui est un record dans l'histoire institutionnelle. Mais nous avons quand même
continuer à gérer le pays parce que nous n'étions pas complètement sans gouvernement. Nous avions des gouvernements régionaux qui sont déjà dotés de beaucoup de pouvoir et qui ont continué à gérer le pays en l'absence d'un gouvernement fédéral. Et l'absence d'un gouvernement fédéral n'était pas totale, puisqu'il y avait quand même un gouvernement, mais ce qu'on appelait gouvernement d'affaires courantes, qui gérait donc les affaires courantes, mais avec une interprétation très large de cette notion. Quoi qu'il en soit, nous avons réussi à former un gouvernement et ce gouvernement était fondé sur la base principalement de deux accords. Un accord budgétaire qui s'avérait nécessaire en temps de crise économique et financière, un accord budgétaire destiné à restaurer les finances publiques belges qui ne se portent pas bien pour le moment et à trouver une dizaine de milliards, si je puis dire, pour boucher le trou. Et puis alors un autre accord extrêmement important, qui est un accord institutionnel qui vise à réformer, qui a pour objet une nouvelle réforme institutionnelle de la Belgique, qui deviendra donc cette fameuse nouvelle Belgique fédérale, et qui consiste essentiellement en une décentralisation massive de compétences de l'État central vers les entités fédérées. Cela signifie à l'échelle de la Belgique 15 milliards de transferts de compétences nouvelles, matérielles, on les appelle, et puis alors une régionalisation sensible de l'impôt des personnes physiques, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mais je vais entrer progressivement dans le vif du sujet en présentant quelques considérations préalables. Alors, le plan de ma présentation, tout d'abord, je m'attarderai sur la notion d'État fiscalement décentralisé, le sens que je donne à cette expression. Le deuxième point, la concurrence fiscale dans un État fiscalement décentralisé, donc considération générale, et puis j'aborderai le cas, j'introduirai le cas de la Belgique fédérale. Alors, troisième point, comment prévient-on ou limitons la concurrence fiscale indésirable en Belgique aujourd'hui? Et je présenterai quelques mécanismes qui pourraient vous être utiles si l'idée vous venait aussi de ne plus être jacobin mais girondin, on en a parlé ce matin, et à un moment donné de régionaliser, et je ne porte aucun jugement sur ce point-là, si j'ai ma petite idée, mais sur l'opportunité ou l'absence d'opportunité, mais néanmoins l'idée pourrait vous venir au Maroc de régionaliser certaines compétences matérielles et de régionaliser aussi le financement de la dépense publique, donc la fiscalité. Alors, comment prévient-on en limitant la concurrence fiscale indésirable en Belgique? Quels sont les remèdes qui ont été retenus jusqu'ici? Troisième point. Et comment préviendra-t-on ou éliminera-t-on la concurrence fiscale indésirable en Belgique demain? C'est le quatrième point. Ce sont les mesures annoncées dans l'accord institutionnel et les points d'interrogation. Alors, tout d'abord, l'État fiscalement décentralisé, on pose l'hypothèse de départ qu'il existe un État central. C'était le cas de la Belgique. On reconnaissait quelques compétences dans le chef des municipalités, des communes, des provinces, mais la Belgique était au départ un État central et qui s'est décentralisé au sens large du terme, qui a entamé un processus de fédéralisation, si je puis dire, depuis le début des années 70, 70, au terme de jusqu'ici 5 réformes institutionnelles, 1970, 1980, 1988, 89, 1993, 93 et 2001. Et la prochaine réforme pourrait avoir lieu l'année prochaine, donc en 2012, 2013, on verra un petit peu l'évolution. Et cette évolution est importante puisque depuis 1993, la Constitution belge indique clairement que l'État belge est un État fédéral. On n'a pas peur du mot, comme c'est le cas des Espagnols qui ont peur d'appeler leur État fédéral. Ils disent non, pas du tout un État fédéral, c'est un État régional. Nous, c'est un État fédéral, la Constitution le dit. Donc, mais au départ, vous étiez un État central. Donc un État central qui se décentralise au profit d'entités régionales, c'est M. Plateau. Alors, décentraliser, qu'est-ce que ce mot signifie quand on l'emploie au sens large du terme? Eh bien, on va d'abord décentraliser des compétences normatives ou réglementaires.
On va permettre à des entités fédérées, qu'on les appelle régions, collectivités autonomes, communautés autonomes, provinces, peu importe, mais on va leur permettre de régler, d'adopter des normes dans des domaines tels que le logement, les travaux publics, l'enseignement, la culture, etc. Donc, ces entités fédérées pourront prendre des normes et, autre forme de décentralisation, pourront effectuer les dépenses afférentes à ces compétences matérielles, c'est-à-dire dépenser en matière d'enseignement, payer les enseignants, par exemple, payer les bâtiments scolaires, dépenser en matière de travaux publics, faire des routes, faire des autoroutes, créer de nouvelles infrastructures. Et alors la question se pose, de savoir comment on va organiser le financement de ces dépenses par ces entités régionales, Sensu-Lato. Et la question du financement est tout à fait centrale dans mon exposé. La question du financement est dans un État en voie de fédéralisation, en voie de décentralisation. La question du financement de ces dépenses publiques est souvent amenée à une alternative fondamentale. Soit on maintient une certaine forme de jacobinisme d'un point de vue fiscal, et on dit l'État central, l'État fédéral perçoit les recettes fiscales, perçoit l'impôt. Et on continue à percevoir l'impôt comme initialement, c'est-à-dire au central, mais une partie des recettes fiscales vont être transférées aux entités fédérées, aux régions, aux communautés, vont être transférées aux entités fédérées pour leur permettre de mener à bien les politiques dont elles sont responsables. Et en leur donnant une liberté importante en termes de choix de la dépense, évidemment. Parce que si l'État central maintient une tutelle, on ne peut pas franchement parler d'une véritable décentralisation. Et on donne une liberté en disant voilà, des enveloppes, voilà, des dotations, on vous transfère des recettes et vous pouvez les dépenser comme on vous semble dans le domaine de vos compétences matérielles. Le problème de ce système, donc avantage d'abord de ce système de dotation, c'est qu'il maintient une fiscalité centralisée. Donc on ne sombre pas vers ce que, par exemple en France, Michel Bouvier appelle le Moyen-Âge fiscal. On a utilisé cette expression là le matin aussi. On ne sombre pas vers le Moyen-Âge fiscal, on ne perd pas toutes ces économies d'échelle qu'on a à percevoir la fiscalité au niveau central, et la fiscalité continue à être perçue par un pouvoir central en général plus fort que le pouvoir des entités fédérées. Outre le fait qu'il est plus simple de réaliser une redistribution par une fiscalité centralisée que par une fiscalité décentralisée. Le désavantage, c'est que la fiscalité est un instrument d'affirmation de son pouvoir politique. On l'a rappelé ce matin, beaucoup de révolutions sont le fruit d'une contestation par les citoyens contribuables des règles fiscales en vigueur, de l'impôt en vigueur. On pense à la goutte qui a fait déborder le vase et qui a donné lieu à la Révolution française, à la Révolution américaine aussi. L'impôt est étroitement lié à la démocratisation aussi de nos régimes, à la naissance du parlementarisme en Angleterre. Et c'est une affirmation du pouvoir no taxation without representation. Vous connaissez la formule, pas de taxation sans représentation, mais on peut inverser les termes de cette formule aussi et dire no representation without taxation. Il n'y a pas de représentation et de représentativité d'un pouvoir s'il n'y a pas si ce pouvoir ne dispose pas de prérogatives fiscales. C'est exactement ce qui se passe en Belgique. La revendication majeure de la partie du pays qui souhaite, la Flandre, qui souhaite de plus cette décentralisation plus sensible de la structure belge, la revendication majeure, c'est l'impôt. C'est disposer du pouvoir de percevoir leurs propres impôts. Et cet adage, no taxation without representation, revient et est au centre des discussions. Et donc, l'avantage des dotations, maintien d'une centralisation de la fiscalité, maintien d'un pouvoir fort, maintien d'une redistribution efficace, mais
fédéralisme de consommation, nous devons dépenser, mais nous ne sommes pas responsables devant nos électeurs au niveau régional, nous ne sommes pas responsables devant nos électeurs des impôts qui sont perçus, nous ne pouvons pas les diminuer, nous ne pouvons pas les majorer si nous le souhaitons en fonction de nos politiques. Alors, l'autre versant de cette alternative fondamentale, c'est l'autonomie fiscale, c'est donner le pouvoir aux entités fédérées, aux collectivités fédérées, de percevoir les recettes nécessaires pour mener à bien leur politique. Et comment les percevoir ces recettes? Par le biais de l'instrument fiscal, donc donner une autonomie fiscale aux régions, au sens large. Et alors, je distingue deux catégories d'autonomie fiscale dans ce cadre. Il y a l'autonomie fiscale propre, pure, c'est-à-dire le pouvoir pour la région de créer des impôts nouveaux. Voilà. Je crée mes propres impôts, mes propres taxes. Des impôts n'existaient pas, eh bien je les crée. Voilà. Et en général, la procédure de création de ces impôts nécessite un passage par le Parlement, par l'Assemblée démocratiquement élue. C'est ce qu'on appelle le principe du consentement démocratique de l'impôt, ou le principe de la légalité de l'impôt. C'est la première catégorie d'autonomie fiscale. La seconde, c'est l'autonomie fiscale dérivée. Il existe toute une série d'impôts au niveau central aujourd'hui. C'est le cas en Belgique, c'est le cas au Maroc. Il existe une série d'impôts, impôts sur le revenu, les droits de succession, les droits d'enregistrement, les taxes immobilières diverses, etc. Eh bien, certains de ces impôts vont être décentralisés. On appelle l'autonomie fiscale dérivée. On décentralise la recette de ces impôts, qui ne revient non plus au pouvoir central mais aux entités fédérées, et on décentralise les compétences législatives, normatives, et désormais, on dit que les entités fédérées seront les seules à pouvoir régler les impôts en question. C'est ce qu'on appelle l'autonomie fiscale dérivée. Donc, l'État fiscalement décentralisé, c'est un État dont le système fiscal a fait l'objet d'une décentralisation au profit des collectivités régionales au sens large. C'est un système dans lequel on a confié une autonomie fiscale aux entités régionales. Plutôt que de choisir la formule de la dotation, on a choisi la formule de l'autonomie fiscale comme source de financement des régions. Ou alors, on a introduit un système mixte, c'est-à-dire un mix de dotation d'une part et d'autonomie fiscale d'autre part. C'est ce que nous avons fait en Belgique. Alors, la Belgique, donc, s'est engagée dans un processus un peu complexe, parce que, bon, je ne pourrais pas vous expliquer la complexité de la Belgique aujourd'hui, j'en serais capable, mais si je disposais de 2 à 3 jours complets de cours pour pouvoir nuancer, et Dieu sait si ce pays a besoin de nuances dans sa description. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que le fédéralisme belge, d'une part, n'est pas le fruit d'un caprice ou d'un repli sur soi, d'un sentiment de repli sur soi. A priori, c'est le fédéralisme fiscal en Belgique, le sauvetage de la Belgique. C'est-à-dire que la Belgique aurait, si elle ne s'était pas fédéralisée, probablement plus exister. En tant qu'État central, la Belgique n'était plus viable parce qu'il existe en Belgique 2 nations, fondamentalement, deux nations totalement différentes, 2 pays distincts, qui s'entendent tant bien que mal, qui ne se font pas la guerre. C'est un point positif, mais pour la cohabitation entre lesquels il a fallu faire preuve d'une audace institutionnelle extraordinaire. Et la constitution belge est une constitution très compliquée, mais remarquable à certains égards. Elle a permis à ces 2 populations de coexister pendant des années. Là, pour le moment, on est entré dans une période beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile, qui fait naître un sentiment de pessimisme quant à l'avenir de la Belgique chez pas mal de personnes. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas fait la guerre, nous ne nous sommes pas battus. Il n'y a pas d'acte de terrorisme entre nous, nous sommes tout à fait... Et je pense que la structure institutionnelle a joué un rôle majeur, quand bien même il s'avère nécessaire de dire qu'elle coûte très cher. Donc la Belgique coûte cher. L'existence de la Belgique coûte cher. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avant que le fédéralisme ne soit introduit, la Belgique coûtait déjà très très cher. Parce que si jamais un investissement était décidé au nord du pays, il fallait faire le même s'il n'était pas utile au sud du pays.
et inversement. Donc la Belgique s'est endettée considérablement à l'époque où elle n'était pas encore fédéralisée. La Belgique est un État extrêmement complexe parce que si vous voyez ce schéma, vous avez la Belgique, beau pays, belle forme, sur le côté gauche, et puis alors, vous avez deux colonnes, la deuxième et la troisième, qui vous montrent que c'est une particularité de la Belgique par rapport aux autres États fédéraux. On a deux catégories distinctes d'entités fédérées qui se superposent. C'est assez curieux. Donc on a beaucoup de gouvernements. Heureusement, certains ont fait des économies d'échelle, ont réduit les frais à certains égards, mais on a beaucoup de gouvernements. Parce que, comme en 1970, on ne pouvait pas s'accorder sur le type d'entité fédérée qu'il fallait créer, eh bien on a créé deux catégories d'entités fédérées. On a créé les communautés pour répondre aux aspirations de la Flandre, et on a créé les régions pour répondre aux aspirations des francophones. Donc on a deux catégories d'entités fédérées, et a priori, outre le gouvernement central, on devrait avoir 6 gouvernements d'entités fédérées. Et comme vous le voyez, ces entités superposent, puisque vous avez la communauté flamande qui occupe le nord du pays, plus le centre. Le centre, c'est ce qu'on appelle Bruxelles, c'est la région bruxelloise. Eh bien, la communauté est compétente au nord du pays, plus dans le petit rond au milieu de Bruxelles. La communauté française est compétente au sud, plus dans le même petit rond du milieu, c'est-à-dire Bruxelles. Et la communauté germanophone est compétente à l'est. La communauté, c'est une véritable communauté, une véritable entité fédérée avec 75 000 individus. C'est une des minorités les mieux protégées au monde. Et donc, si vous regardez la communauté, les communautés sont compétentes, pour vous placer très rapidement le contexte, pour tout ce qui a trait à l'enseignement, y compris l'enseignement universitaire, tout ce qui a trait à l'enseignement, à la culture, à certaines matières qu'on dit personnalisables et matière de l'emploi des langues. Et ce qu'on peut observer dans cette deuxième colonne, c'est que ces deux, sur le territoire de Bruxelles, c'est intéressant, vous avez les deux communautés, françaises et flamandes, qui sont simultanément compétentes. Donc elles ont un territoire qu'elles se partagent, ce qui est aussi assez atypique si on s'appuie sur la théorie habituelle de l'État. L'État a un territoire d'entité souveraine, un territoire, mais deux communautés qui sont des institutions, ce ne sont pas des groupes de personnes, c'est des institutions, et qui se partagent la compétence sur le territoire sans trop savoir qui est compétent vis-à-vis de qui. Et puis nous avons les régions qui, elles, sont compétentes dans les matières essentiellement économiques, mais aussi dans toutes les matières économiques liées à l'économie, les travaux publics, les infrastructures, l'environnement, l'aménagement du territoire, des compétences vraiment tout à fait de logement, vraiment importantes, et qui, elles, ont des territoires bien déterminés, la région flamande au nord, la région wallonne au sud, et la région qu'on appelle le Bruxelles-Capitale, avec chaque fois un parlement, un gouvernement, ce n'est pas des conseils municipaux, c'est vraiment un parlement, un gouvernement, dans chaque cas, et un pouvoir d'adopter des normes qui ont force de loi, juridiquement. C'est des normes qui ont la même force que les lois de l'État central. C'est très important, il n'y a pas de différence hiérarchique entre les normes des régions ou des communautés et les normes de l'État central, c'est la même force. Alors, quand il s'est agi de régionaliser la fiscalité, de donner de l'autonomie fiscale aux entités fédérées, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, et le problème est tout de suite éliminé, il y a un problème avec les communautés. C'est que comme elles sont toutes les deux compétentes à Bruxelles, on ne sait pas, il n'y a pas de sous-nationalité à Bruxelles, on ne sait pas qui est flamand et qui est francophone. Et comme on ne le sait pas, que faire dans ce type de situation? Comment déterminer les personnes assujetties à l'impôt flamand, les personnes assujetties à l'impôt communautaire? Ben non, on n'est pas parvenu à déterminer cela. Je n'entre pas dans les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'autonomie fiscale n'a jamais pu être mise en œuvre par les communautés, justement parce qu'il n'y avait pas de critères permettant de déterminer quels étaient les contribuables flamands d'un côté et francophones de l'autre dans la région bruxelloise.
les régions, elles, se sont vues octroyer une autonomie fiscale qui est déjà assez substantielle. Et tout dépend évidemment de la région en question. En région bruxelloise, par exemple, la moitié des recettes de la région bruxelloise, des recettes budgétaires, plus de la moitié même, est déjà liée à l'autonomie fiscale de la région bruxelloise. Par contre, en région wallonne, on est à peu près à 30% des recettes. Et en région flamande, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a, la Belgique est compliquée, je vous l'ai dit, fusionner le budget flamand de la région flamande avec celui de la communauté flamande. Les choses sont plus compliquées, mais je n'entre pas dans le détail sur ce point-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que on a régionalisé la fiscalité sur deux volets principalement. D'une part, il y avait toute une série d'impôts qui étaient au départ centraux et qui ont été régionalisés, je pense, aux droits de succession, aux droits de donation, à la taxe foncière, aux taxes liées aux véhicules automobiles, les principaux droits d'enregistrement, c'est-à-dire les droits que l'on paie en cas de vente d'immeubles, qui sont des droits, donc tous ces droits, tous ces impôts ont été régionalisés. Et en plus de ça, on a donné aux régions la possibilité de modifier par le haut ou par le bas le montant final de l'impôt des personnes physiques. Mais cette compétence a fait l'objet de toute une série de garde-fous et d'obstacles procéduraux, ce qui fait que jusqu'ici, elle n'a pas pu être mise en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la négociation qui a duré si longtemps en vue de l'adoption d'un gouvernement, les Flamands et les francophones se sont ralliés à certaines des propositions. Les partis politiques se sont accordés pour régionaliser de manière plus substantielle et plus effective l'impôt des personnes physiques à l'avenir, qui deviendra un impôt pour partie maintenant régional, qui ne sera plus simplement fédéral. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, mais je vais y revenir. Alors, État fiscalement décentralisé, quelques observations d'emblée pour les besoins de l'étude du phénomène de la concurrence fiscale. Tout d'abord, c'est un processus, le processus de décentralisation fiscale, un processus institutionnel que je qualifie de volontairement désintégrateur, c'est-à-dire qu'on désintègre ce qui au départ était intégré. Et on distribue des compétences, on décentralise au profit donc de collectivités régionales, c'est aussi Rabat donnait toute une série de compétences à la région ici et qui seraient désormais mises en œuvre à Oujda, avec un parlement, avec un gouvernement. Ce serait une petite révolution, hein, parce que je pense que le Maroc est construit sur une base assez centralisée, oui, mais vous n'êtes probablement pas à l'abri de ce phénomène que l'on peut qualifier de phénomène de mode. C'est un processus institutionnel volontairement désintégrateur. Alors, si je dois le comparer avec le projet européen, c'est un projet tout à fait inverse. Le projet européen qui connaît quelques ratés ces dernières années, c'est l'inverse, c'est un projet intégrateur. Donc, tout d'abord, partant de la volonté de mettre en place un marché commun, marché intérieur, et puis ensuite une union politique et économique, on se trouve face à un processus intégrateur, ce qui a quelques conséquences en termes de gestion de la concurrence fiscale. Si on peut trouver logique qu'au niveau européen, des efforts soient accomplis en vue d'éliminer, de prévenir ou de réduire la concurrence fiscale, mais c'est un objectif qui certes ne se trouve pas inscrit tel quel dans les traités, mais qui est logique puisqu'il est conforme au projet intégrateur poursuivi à l'échelle européenne. Ce qui n'est plus le cas en Belgique, puisque lutter contre la concurrence fiscale, c'est aller à l'encontre du projet qui est de décentraliser, qui est de désintégrer. Donc, évidemment, les effets de la désintégration font partie du projet, font partie de la volonté des négociateurs actuels et du monde politique belge. Donc, comparaison n'est pas raison de ce point de vue-là. En Belgique, plus on décentralisera la fiscalité, plus le risque de concurrence fiscale sera réel, existera et sera tout à fait logique, dans la logique du processus mis en place.
Alors, tout à fait particulier aussi, c'est un point que je voudrais souligner à propos de la Belgique et des États fiscalement décentralisés, c'est que c'est un processus qui est défini par l'autorité centrale. Si on décentralise des compétences un jour au Maroc, ce sera principalement le législateur central, le législateur de Rabat, qui prendra les décisions de décentralisation au profit des régions. C'est le cas en Belgique. C'est le législateur fédéral, central, national, qui adopte des lois qu'on appelle les lois spéciales, de réformes institutionnelles, et qui ont pour conséquence de décentraliser la compétence, les compétences matérielles, l'enseignement, la culture, les dépenses publiques, mais aussi les compétences fiscales. Et c'est un processus qui est géré, totalement géré, au niveau central. Et donc, quand il faut trouver des garde-fous contre la concurrence fiscale, par exemple, eh bien, on le fera au niveau de l'État central, de l'autorité centrale, par le biais d'une loi centrale. Et là, on s'écarte encore une fois de la situation européenne, puisque le processus, lui, se fait en sens inverse, et va se faire sur base de l'accord de ceux qui, au départ, ont la souveraineté, c'est-à-dire les États membres, qui recherchent un moyen de ne pas transférer davantage de souveraineté, de ne pas laisser faire l'autorité centrale, qui serait la Commission, le Conseil, mais peut-être d'agir sous un mode intergouvernemental, voire par le biais de la soft law. On a parlé du code de conduite à plusieurs reprises. C'est un mécanisme qui me paraît moins logique dans des États qui se décentralisent, puisque c'est une autorité centrale, par le biais de lois classiques, qui a au départ la souveraineté et qui définit les compétences des entités fédérées. Et alors le troisième point, c'est la question de l'union économique et monétaire. L'union économique et monétaire, dès le début de l'activité de la Cour constitutionnelle en Belgique, la Cour constitutionnelle en Belgique est née en 1983-84, mais a connu véritablement son essor à partir de 1988-89. La Cour constitutionnelle se prononce notamment sur tous les conflits de répartition de compétences et sur les limites apportées à l'autonomie fiscale des entités fédérées. C'est un point important. La Cour constitutionnelle joue un rôle majeur dans ce cas. Et elle a d'emblée signalé que la Belgique était, malgré le processus de décentralisation en cours, était restée une union demeurée fondée, ça continuait de s'appuyer sur une union économique et monétaire. Unité de la monnaie tout d'abord, avec ça n'est plus réglé à l'échelle belge qu'à l'échelle européenne. Bon, nous sommes en situation d'unité monétaire européenne, c'est la Banque centrale européenne qui guide cette politique. Mais par contre, tant bien que mal, je peux le dire, mais par contre, la Belgique est restée, malgré le processus de fédéralisation, une union économique, notamment fondée sur la reconnaissance de la liberté de la concurrence entre les entreprises et de la consécration des libertés fondamentales, liberté de circulation des biens, des services, des personnes, des travailleurs, des libertés d'établissement, libre circulation des capitaux. Et ce qui est consacré par le traité à l'échelle européenne, entre les États membres de l'Union européenne, est reconnu par la Cour constitutionnelle à l'échelle belge pour les rapports entre les régions. Et on a vu se développer une jurisprudence par la Cour constitutionnelle qui tend justement à appliquer les libertés fondamentales de circulation telles qu'elles existent au niveau européen, mais dans les rapports entre les régions. Le premier arrêt qui avait été rendu à cet égard-là mettrait à une taxe qui était levée par la région wallonne. Dans la région wallonne, c'est celle-là, tout en dessous, là, du coin inférieur 3, qui levait une taxe sur l'exportation d'eau, parce que nous avons beaucoup de sources en Wallonie, sur l'exportation d'eau vers Bruxelles et vers la Flandre, mais pas vers les autres pays. Pourquoi pas vers les autres pays? Parce que sinon ce serait contraire au droit européen. Ce serait considéré comme une taxe équivalente à droit de douane. Mais par contre, on avait fait une taxe sur l'exportation d'eau vers la région bruxelloise et vers la région flamande. Cela a été considéré comme un droit de douane négligé par la Cour constitutionnelle, et c'est à cette occasion-là qu'on a consacré le principe de l'union économique et monétaire. Et quoi qu'il en soit, nous avons un cadre de liberté fondamentale de circulation qui peut être utilisé pour lutter contre certains phénomènes de concurrence fiscale, mais malheureusement pas tous. J'y viendrai rapidement après.
Deuxième point, la concurrence fiscale dans un État fiscalement décentralisé. La concurrence fiscale est un conflit de compétences, nous avons déjà pu le souligner, sur l'offre du droit applicable aux contribuables. Et on peut se pencher sur la question, le professeur Dos Santos l'a très bien fait dans sa thèse de doctorat, je été tout à l'heure, sur la question de savoir si on peut parler d'un marché des systèmes fiscaux. On choisit son système fiscal comme on choisit une boîte de conserve ou un aliment ou un pain dans un supermarché, on choisit celui qui paraît le meilleur, le moins cher. Est-ce qu'il existe un marché avec une loi de l'offre et de la demande pour le choix des systèmes fiscaux? Je ne vais pas entrer dans l'analyse de cela, on peut y revenir, mais quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est qu'en concurrence fiscale, un des caractères fondamentaux de l'impôt se transforme, on va peut-être en discuter après dans le débat, un des caractères fondamentaux de l'impôt se transforme, à savoir, des caractères qui permettent de définir l'impôt, à savoir sa contrainte. La contrainte de l'impôt, c'est un prélèvement effectué d'autorité, sans le consentement individuel du contribuable, mais comme nous avons déjà pu le constater ce matin, le consentement individuel du contribuable intervient de plus en plus si l'on sait que le contribuable choisit ou dispose de faculté de choisir son système fiscal. Mais ce qui est important de souligner, c'est que la concurrence fiscale, c'est une conséquence inévitable de la décentralisation, et en particulier une décentralisation au profit de collectivités régionales au sens large de compétences fiscales. J'ai entendu des négociateurs, j'ai eu l'occasion de participer un petit peu aux travaux de préparation d'un nouvelle réforme institutionnelle. J'ai entendu des négociateurs politiques qui disaient « mais attention, nous voulons bien accorder de nouvelles compétences fiscales, mais à condition qu'il n'y ait pas de concurrence fiscale. » Alors là, c'est vraiment une très mauvaise compréhension de la notion de concurrence fiscale, puisque, comme je l'ai dit sur le PowerPoint, l'inégalité est le moteur de la concurrence fiscale. À un moment donné, si on donne la possibilité à une région d'adopter son propre régime fiscal, il est possible que cette région adopte un régime fiscal plus favorable, qu'elle se montre plus efficace fiscalement parlant, et rend par voie naturelle son système attractif pour des contribuables ou des situations situées dans les autres régions. La question est de savoir jusqu'où peut-on laisser aller le développement de cette concurrence fiscale, et tout est question, je pense, de grade de concurrence fiscale, de gradation plutôt de concurrence fiscale. Mais il y a un exemple assez intéressant en Belgique, c'est que les droits de succession ont été régionalisés. Je crois que vous avez des droits de succession au Maroc. Vous avez toujours des prélèvements fiscaux qui sont perçus en matière. Nous avons des droits de succession donc, en Belgique. Ils ont été régionalisés. Et à la suite de cette régionalisation, les régions ont essayé de réformer le statut de la catégorie de taxation la plus faible, c'est-à-dire les taxations en ligne directe ou entre époux. Donc les transmissions à cause de mort en ligne directe ou entre époux, afin de tenir compte de l'évolution de la réalité sociologique. Les régions ont introduit des assignations aux transmissions entre époux de situations, par exemple, de transmission entre cohabitants. Mais pour les régions wallonnes et bruxelloises, il était nécessaire que cette cohabitation soit formellement reconnue. Il existe un statut reconnaissant cette cohabitation en Belgique, c'est le statut de la cohabitation légale. Eh bien, les Flamands sont allés beaucoup plus loin et assimilent certaines transmissions qui interviennent entre cohabitants de fait à des transmissions entre époux, alors que cette cohabitation est purement de fait, sans aucune reconnaissance officielle. Et elle peut intervenir entre deux personnes de sexe différent, entre deux personnes de même sexe, entre deux frères. Ça doit être une cohabitation de fait qui doit avoir duré au moins 1 an. Et ce qui est intéressant, c'est que les taux en ligne directe varient, c'est un taux marginal progressif, entre 3 et 30% en région wallonne et en région bruxelloise. Par contre, et c'est le cas aussi en Flandre, les taux varient entre 3 et 27%, et il faut qu'on puisse appartenir à cette catégorie. Alors, si on imagine deux cohabitants de fait qui ont toujours vécu ensemble, mais qui n'ont jamais fait reconnaître légalement leur cohabitation, qui ne sont pas mariés, eh bien, si l'un meurt en région wallonne
et est-ce que c'est bien à son cohabitant fait, lui, il n'entrera pas dans la première catégorie, mais il entrera dans la dernière catégorie, c'est-à-dire la transmission entre étrangers, dont les taux varient entre 30% et 80%. Et donc, il est tout à fait possible qu'un héritier, enfin qu'un légataire plutôt, qui était cohabitant de fait du défunt, doivent payer un impôt qui oscille au taux moyen de 65, 67, 70, 70%, 75%, 80%, c'est une succession vraiment très importante, alors que si le défunt résidait de fait en région flamande à son décès, et dans les années qui précèdent peuvent venir, eh bien, le taux de droit de succession acquitté le légataire aurait oscillé entre 3 et 27%. Hein, donc, dire un taux largement inférieur, et ce qui crée évidemment une disparité très importante entre les régions dans cette matière. Mais la Cour constitutionnelle a dit que cette différence de traitement, aussi grande fut-elle, cette différence énorme de traitement, ben, c'était une conséquence du fédéralisme fiscal. Voilà. C'est une disparité, et il n'y a pas de raison de critiquer les disparités, c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de la loi de financement, et donc on ne peut rien faire. Et là, évidemment, ça ouvre la voie à une concurrence fiscale manifeste. Mais concurrence fiscale, qu'est-ce que ça veut dire? On peut se poser d'abord beaucoup de questions, mais on peut se poser aussi la question de savoir qui il convient de stigmatiser en cas de concurrence fiscale. Est-ce que c'est celui qui lance la première salle, ou est-ce que c'est celui qui réagit? Je donne un exemple tout à fait belge aussi. C'est l'exemple qu'on appelle l'exemple de la redevance radio-TV. Qu'est-ce que c'est que la redevance radio-TV? C'est une somme d'argent qui est un impôt, bien qu'on appelle redevance, c'est un véritable impôt, et que l'on doit payer parce que l'on détient une télévision. Et auparavant, dans les années 50-60, c'était un signe extérieur de richesse, et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Même tendance à voir que dans les familles les plus populaires, on détient peut-être plus de télévision à la maison que dans les familles plus fortunées. C'est une donnée sociologique intéressante. Et donc la Flandre voulait supprimer depuis très longtemps cet impôt qu'elle estimait être suranné. Donc on a demandé la régionalisation de cet impôt. L'impôt a été régionalisé. La Flandre l'a supprimé. La Wallonie a dit ça coûte trop cher, moi je ne le supprime pas. Et Bruxelles a dit moi ça coûte trop cher, je ne veux pas le supprimer. Et en même temps, regardez où je suis, Bruxelles. Bruxelles est vraiment au centre, et si jamais son régime fiscal est beaucoup trop désavantageux à plusieurs égards, en sachant que la Flandre avait déjà réformé par le bas ses droits de succession, mais elle risque de voir une partie de sa population quitter la région bruxelloise pour aller en Flandre. En général, il suffit de déménager à 150 mètres, à 200 mètres, à 800 mètres de son domicile initial pour passer d'une région à l'autre. C'est pas très difficile. Et donc, la Flandre a supprimé aussi sa redevance radio-TV. Mais elle n'avait pas du tout envie de la supprimer au départ. Et elle avait tellement peu envie de supprimer sa redevance radio-TV qu'elle a décidé de compenser la perte de recettes par l'augmentation d'une autre taxe. Donc, alors qui faut-il stigmatiser dans ce cas de figure? Est-ce qu'il faut stigmatiser la Flandre, qui elle avait dit depuis longtemps qu'elle n'aimait pas cet impôt-là, qu'elle voulait le supprimer? Est-ce que c'est de la concurrence fiscale de la part de la Flandre? Est-ce que c'est de la concurrence fiscale de la part de Bruxelles qui adopte une mesure tout simplement par suivisme pour tenir le coup vis-à-vis de la Flandre? On voit en tout cas les difficultés que ce type de processus peut engendrer. Alors, convient-il de canaliser la concurrence fiscale en tant que telle? Faut-il prévenir ou permettre l'élimination de certaines manifestations du phénomène? Faut-il lutter contre la concurrence fiscale alors là les termes sont nombreux, sauvage, indésirable, intolérable, déloyale, dommageable, etc. Lors des négociations récentes, je dois bien avouer que, mais nous n'avions pas lu la thèse de doctorat du professeur de Santos, qui à mon avis, permettra d'aider très sensiblement les négociateurs et leurs conseillers parfois, pouvoir essayer de faire une distinction entre les notions de concurrence fiscale dommageable et concurrence fiscale déloyale. Mais par exemple, en ce qui concerne la concurrence, l'appellation est importante ici parce qu'elle connote le type de concurrence fiscale indésirable que l'on veut éviter et la manière dont on va la stigmatiser.
l'appréhender. Concurrence fiscale déloyale. Et c'est l'idée d'une faute. Il y a une connotation faute. C'est-à-dire qu'il y a une région qui n'est pas loyale, qui est déloyale, qui commet une faute, presque du 1382 du Code civil, qui commet une faute et que l'on va stigmatiser, à qui on va reprocher de ne pas agir correctement. Elle n'est pas correcte, elle n'est pas loyale, elle n'est pas... C'est pas sympa ce qu'elle fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la faute. Et je sais que ce concept de concurrence fiscale déloyale a été terriblement critiqué par beaucoup de négociateurs qui disaient que c'était un concept qui allait soit être totalement factice, totalement inutile, parce que personne n'oserait jamais mettre en cause la loyauté d'une région. Il existe déjà un concept de loyauté fédérale en Belgique qui n'a pas connu l'application jurisprudentielle jusqu'ici, donc c'est un concept dangereux, c'est un concept inefficient, inefficace. Et par contre, la concurrence fiscale dommageable, c'est d'abord un terme internationalement connu. C'est le terme qui a donné lieu à de nombreux travaux au sein de l'OCDE. Et puis, ça permet de simplement constater que le comportement fiscal d'une région, qui est peut-être tout à fait correct, on ne juge pas, on ne porte pas de jugement de valeur sur ce comportement-là, mais il engendre un dommage tout à fait spécifique dans chacune d'une autre région, et donc il faut organiser soit son aménagement, sa suppression, faire quelque chose pour éviter que ce dommage réduise. Quoi qu'il en soit, c'est une distinction extrêmement complexe et il n'y a pas de conclusion définitive quant à ça. Alors, assez rapidement, les points 3 et 4, quels sont, et je fais passer une énumération technique intéressante qui pourrait vous donner des idées. Et je vais clôturer sur ces deux points, ces deux derniers points-là. Qui pourrait donner des idées à tous les faiseurs de systèmes fédéraux, ceux qui souhaitent à l'avenir régionaliser des systèmes. Alors qu'avons-nous fait jusqu'ici en Belgique pour tenter d'éviter la concurrence fiscale indésirable, intolérable ou autre? D'abord, la première question qui se pose lorsqu'on décentralise le système fiscal, c'est le choix, la sélection des impôts régionalisés. Si on régionalise des impôts sur des bases extrêmement mobiles, je pense qu'on commet une erreur fondamentale et que l'on provoque indéniablement, inévitablement des situations de concurrence qui vont être insoutenables par la suite. Il faut régionaliser des bases imposables essentiellement immobiles, ce qui a été le cas de la Belgique. Et pour l'essentiel, on a régionalisé notamment la fiscalité immobilière, qui n'est pas si immobile que ça. C'est vrai que les immeubles, on ne les déplace pas d'un endroit à l'autre, mais il est clair que si on réfléchit en termes d'investissement dans les immeubles, les capitaux qui permettent d'investir dans les immeubles, eux, sont mobiles. Et le choix d'un investissement immobilier peut être guidé par des considérations fiscales. Donc, et quoi qu'il en soit, selon les préceptes traditionnels de la science économique, on a régionalisé la fiscalité immobilière, les principes de droit d'enregistrement, la taxe foncière, on a régionalisé aussi les droits de donation, déjà un petit peu plus mobiles, surtout lorsqu'ils portent sur des donations mobilières. Et alors, bizarrement, on a régionalisé la taxe sur les véhicules automobiles. Alors, lorsque l'on régionalise des impôts que l'on estime être suffisamment mobiles reposant sur des bases suffisamment mobiles pour donner lieu à des problèmes de concurrence fiscale, alors il faut prendre d'autres mesures. Et une des mesures consiste à exiger, préalablement à l'exercice d'une autonomie fiscale, la conclusion d'un accord de coopération. Les régions ne peuvent pas exercer leur autonomie si elles ne concluent pas d'abord un contrat entre elles, si elles ne concluent pas d'abord un accord de coopération entre elles. Et ça, par exemple, on a pris cette mesure-là pour les taxes liées aux véhicules automobiles, taxes de circulation et de mise en circulation. Pourquoi? Et parce qu'on estimait que si jamais les régions exercent leur autonomie individuellement, et il se peut que, notamment, une région qui aurait un régime fiscal sur les véhicules automobiles trop favorable attire toutes les sociétés de leasing. Et donc les sociétés de leasing viennent là où le régime est extrêmement favorable, ils matriculent leur voiture dans la région concernée, et alors les utilisateurs utilisent ces véhicules-là dans les autres régions sans aucun problème. Et donc, dans ce cadre-là, pour ce cas de figure-là, on prévoit un accord de coopération préalable. Mais c'est un réservé, ce mécanisme-là.
Parce que donner une autonomie et dire maintenant vous êtes libre de gérer votre fiscalité vous-même, mais en même temps, chaque fois que vous devrez prendre une mesure fiscale, vous devrez avoir l'accord des deux autres, c'est comme si on décentralisait, c'est comme si au départ on n'avait pas décentralisé, donc c'est un pur pis-aller. Un mécanisme extrêmement intéressant, c'est le mécanisme qui consiste à définir les critères de localisation des impôts en fonction de considérations prévention d'élimination, prévention de concurrence fiscale indésirable. Chaque fois qu'on régionalise un impôt, notez-le bien, chaque fois qu'on régionalise un impôt, il faut fixer un critère de localisation. Il faut pouvoir déterminer à quel système fiscal les contribuables et les situations taxables seront soumises. Le système de la région chez nous, wallonne, flamande, bruxelloise, comment localise-t-on les impôts? En matière de droit de succession, par exemple, on localise l'impôt en fonction du domicile fiscal, le domicile de fait, du défunt en France. Mais on a observé là-bas, on a cru, au moment des négociations en 2001, la régionalisation des droits de succession est intervenue essentiellement en 2001, on a voulu éviter ce qu'on a appelé la libre circulation des prix-mouvants. Expression un peu lugubre, mais c'est l'expression de toutes ces personnes qui, pour des raisons fiscales et se sachant en fin de vie, ou se sachant pour une raison liée à une maladie, une très grande vieillesse, décideraient de changer, de déplacer leur domicile fiscal à la veille en démontrant bien évidemment que leur domicile fiscal était réellement déplacé, que ce n'est pas fictif, pour que leurs héritiers, pour que leurs légataires, pour que leurs successeurs puissent bénéficier du taux de la région, du taux le plus favorable en vigueur dans les régions. Alors, pour pouvoir éviter ce phénomène, on a modulé le critère de localisation. On a dit que le critère de localisation restait le domicile fiscal du défunt sans décès, mais attention, si le défunt a vécu plus longtemps dans une autre région pendant les 5 années qui précèdent le décès, eh bien c'est la région dans laquelle il a vécu le plus longtemps durant les 5 ans qui précèdent le décès qui obtiendra la succession et qui appliquera son propre régime. Donc si vous avez vécu par exemple 3 ans à Liège et puis ensuite vous avez déplacé votre domicile fiscal à Bruxelles durant les 2 dernières années de votre vie, eh bien la succession reviendra, les recettes fiscales reviendront à la région wallonne et le régime, le code des droits de succession wallon sera applicable et non le code des droits de succession bruxellois. Donc c'est une manière de lutter contre, de prévenir un phénomène de concurrence fiscale de pré-courant, comme on les a appelés. Et alors, dans un arrêt de la référence 23 février 2006, la Cour de justice a jugé à propos d'une mesure néerlandaise qui consistait, qui prévoyait que la succession, qui prévoyait qu'un ressortissant néerlandais qui déplaçait son domicile, quand un ressortissant néerlandais déplaçait son domicile dans un autre pays que les Pays-Bas, il serait encore considéré dans les 10 années qui suivent le transfert de son domicile fiscal fictivement comme un ressortissant des Pays-Bas pour l'application des droits de succession néerlandais. La Cour de justice a estimé d'une part que effectivement les droits de succession rentraient dans le champ d'application de la libre circulation des capitaux. Premier élément. Deuxième élément, que la disposition sur la libre circulation des capitaux devait s'interpréter en ce sens qui ne s'oppose pas à une réglementation en vertu de laquelle la succession d'un ressortissant d'un État membre décédé dans les 10 années après avoir transféré à l'étranger le domicile qu'il avait dans le dit État membre est imposé comme si ce ressortissant était resté domicilié dans ce même État tout en bénéficiant des traitements de droits de succession traités dans les autres États. Bon, c'est un arrêt intéressant, mais qui montre que les États membres de l'Union européenne peuvent encore, sous certaines réserves, et qui doivent être mis à l'analyse de cet arrêt, peuvent encore eux-mêmes prévoir des garde-fous par le biais d'une modulation des critères de localisation et de rattachement à leur territoire. Ici, en l'occurrence, il s'agissait des droits de succession, donc une succession. Et puis alors, il y a le principe de
l'Union économique et monétaire, qui était consacrée, comme je vous l'ai déjà dit, par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, mais qui, comme en droit européen, ne permet pas de remédier à l'action parallèle, à ce qu'on appelle les disparités, c'est-à-dire à l'exercice par deux États membres distincts de leurs compétences fiscales avec le désagrément, parfois l'agrément, cela peut engendrer dans le chef des contribuables. Je vais y revenir. Alors, comment prévient-on ou limitons la concurrence fiscale indésirable en Belgique aujourd'hui en ce qui concerne l'autonomie régionale en matière d'impôt des personnes physiques? On a dit que le critère de localisation devait être la résidence fiscale des contribuables. Chaque contribuable est rattaché à une région du point de vue de l'impôt des personnes physiques en fonction de sa résidence fiscale. Mais les régions ne peuvent pas modifier la base d'imposition, peuvent uniquement augmenter ou réduire le montant de l'impôt, mais pas modifier la base d'imposition. Chaque fois qu'une région veut modifier le régime de l'impôt des personnes physiques, il doit communiquer aux autres gouvernements ses projets. Tout cela est destiné à réguler les risques de concurrence fiscale qui pourraient surgir dans ce cas-là. Les autorités doivent se concerter préalablement et l'autonomie ne peut être exercée dans une certaine marge. Alors, une technique intéressante pour lutter contre la concurrence fiscale ne permet l'exercice d'une autonomie que dans certaines marges. La marge est de 6,75% par rapport au montant de l'impôt des personnes physiques localisées dans la région. 6,75% par l'euro, 6,75% par le marque. Et l'interdiction de réduire la progressivité de l'impôt et surtout un garde-fou, l'exclusion de toute concurrence déloyale. Pour dire, en 2001, le Conseil d'État avait rendu un avis disant que c'était totalement absurde d'introduire, donc c'est intéressant évidemment de comparer avec le droit européen, c'était totalement absurde d'introduire un garde-fou de ce type qui excluait toute concurrence fiscale déloyale entre les régions, sans définir ce concept dans la loi, ni dans les travaux préparatoires d'ailleurs. Mais il faut savoir que les négociateurs, à l'époque, avaient été un peu habiles. Ils avaient créé le concept de concurrence fiscale déloyale, et puis ils avaient dit oui, mais la Cour des comptes et la Cour constitutionnelle dira bien ce que c'est. Donc, sans aucune définition, aucune indication sur ce que ce concept signifiait. Et le Conseil d'État avait été très critique en disant qu'il s'agissait là d'un concept qu'il faudrait laisser inévitablement interpréter en des sens divers et de manière subjective. Que ça pouvait être un instrument efficace de contrôle juridictionnel. Et le Conseil d'État a dit que c'était une notion très floue, très indéfinie, et qu'il valait mieux la remplacer par le concept d'union économique et monétaire, qui existait déjà. Mais, réponse de ceux qui ont critiqué le Conseil d'État, des auteurs qui ont écrit à ce propos et qui critiquaient le Conseil d'État, bien, mais le concept d'union économique et monétaire ne permet pas de résoudre tous les problèmes de concurrence fiscale. Si le concept d'union économique et monétaire peut résoudre tous les problèmes de concurrence fiscale, si les libertés fondamentales de circulation des personnes, des capitaux, des services, des marchandises dans l'Union européenne suffisaient pour résoudre tous les problèmes de concurrence fiscale, on n'aurait pas eu besoin de procéder à des travaux relatifs notamment au code de conduite tels qu'ils ont été menés dans l'Union européenne. Donc, le concept d'union économique et monétaire n'est pas tout à fait similaire à celui de concurrence fiscale déloyale. Alors, et dernier point, comment préviendra-t-on, et je clôture là-dessus, éliminera-t-on la concurrence fiscale indésirable en Belgique demain? Eh bien, un accord institutionnel, je vous l'ai dit, a été conclu en octobre 2011, c'est tout récent. Il n'est pas encore, il ne figure encore dans aucun texte de loi, les lois n'ont pas encore été rédigées. Quoi qu'il en soit, il est prévu d'accroître très sensiblement l'autonomie régionale en matière d'impôt des personnes physiques. Et l'autonomie fiscale sera organisée via un modèle d'additionnel élargi sur l'impôt fédéral. Les régions auront la faculté d'établir sur l'impôt fédéral des additionnels régionaux différenciés par tranche de l'impôt. Système extrêmement complexe. Je veux bien vous l'expliquer, mais plutôt en aparté tout à l'heure, parce que sinon je suis parti pour un quart d'heure d'exposé. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il existe aujourd'hui, au Maroc, comme en Belgique, un impôt des personnes physiques, un impôt sur le revenu des personnes physiques qui est calculé. Imaginons que vous ayez un montant de 100 aujourd'hui à payer. Eh bien, ce montant va diminuer.
Le montant qui revient à l'État central va diminuer par exemple à 75, à 75. Et donc on diminue le montant de l'impôt fédéral de 25, plus de 75. Et alors on donne cette base-là, cet impôt-là aux régions. Et sur cet impôt-là, les régions peuvent prévoir des additionnels. C'est-à-dire prévoir 33% d'additionnels pour revenir à 100%, ou 40%, ou 20% d'additionnels, etc., etc. Donc c'est un système d'additionnel différencié par tranche de l'impôt. Là je ne rentre pas dans le détail parce que c'est assez compliqué. Les régions vont pouvoir moduler, charcuter le montant de l'impôt et moduler les additionnels, prévoir des additionnels différents en fonction des différentes tranches de l'impôt. C'est un peu complexe. C'est le fruit d'un compromis, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, et ce qu'il est intéressant de souligner ici, c'est que on intégrera dans la loi spéciale de financement le garde-fou suivant, la phrase suivante, l'exercice. Quel l'exercice des compétences fiscales des régions s'opérera dans le respect de la loyauté fédérale et notamment des principes suivants. Donc, première citation du mot loyauté de première ligne, la loyauté fédérale, puis premier tiré, le principe d'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale après une lutte assez vive entre négociateurs, ceux qui voulaient introduire la notion de concurrence fiscale dommageable et ceux qui voulaient introduire la notion de concurrence fiscale déloyale dans le système. Bien, les seconds ont emporté le terme repris est celui de concurrence fiscale déloyale. Et le pari, maintenant, sera de permettre l'intégration dans les travaux préparatoires de cette réforme, les travaux parlementaires de cette réforme, qui ne sont pas encore faits. Le pari sera d'intégrer une référence aux travaux qui ont été réalisés dans le cadre de l'Union européenne à ce propos, au sein de en particulier du Code de conduite sur la fiscalité des entreprises. L'idée d'intégrer le résultat de travaux réalisés à l'échelle européenne dans le système REIT paraît être une idée a priori logique, avec les réserves que j'ai posées tout à l'heure sur la difficulté de comparer les deux systèmes, les deux processus, mais néanmoins, il y a probablement de la matière à récupérer. Deuxième principe, le principe visant à prévenir et éviter la double imposition. Et troisième principe, alors, c'est l'union économique et monétaire qui vient par la porte arrière, le principe de la libre circulation des personnes, des biens, des services et capitaux, et de l'union économique et monétaire. Et comme on le voit, le fait qu'il y ait deux tirés distincts, le principe de la concurrence fiscale déloyale, l'interdiction de la concurrence fiscale déloyale d'une part, et le principe de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux dans l'union économique et monétaire, montre bien que les deux concepts, l'interdiction de la concurrence déloyale et l'interdiction et le respect de l'union économique et monétaire ne sont pas deux concepts identiques, comme semblait auparavant le souligner le Conseil d'État. Alors, donc voilà, ça c'est ce que je viens de vous expliquer, donc il vient de commenter le fait d'espérer que l'on puisse à un moment donné se référer, dans des travaux préparatoires, se référer aux critères de l'OCDE, ou mieux encore de l'Union européenne. Alors, une autre discussion avait eu lieu, mais n'a pas donné aujourd'hui de résultats concrets. C'est la question de la régionalisation de l'impôt des sociétés. La Flandre souhaite ardemment une régionalisation sensible de l'impôt des sociétés, à tout le moins pour ce qui a trait à son montant et pas à son assiette, l'assiette devant rester commune à l'État fédéral. Je dis au passage, alors que d'aucuns rêvent d'une assiette à l'impôt, une assiette commune à l'impôt des sociétés à l'échelle planétaire, venir créer 3 assiettes d'impôt des sociétés différenciées dans ce petit pays qu'est la Belgique serait le comble de l'absurdité, le comble de la bêtise. On touchera en principe pas à l'assiette, mais par contre, il demeure sur la table une revendication de régionalisation du taux de l'impôt des sociétés, ou une partie du taux de l'impôt des sociétés. Aujourd'hui, la discussion n'a pas beaucoup avancé, et elle n'a pas beaucoup avancé parce que le critère de base auquel on se réfère pour localiser les sociétés sur le territoire d'une région, c'est le siège social, a priori, et un siège social, je ne sais pas si c'est le cas au Maroc, mais un siège social, c'est très facile à déplacer. C'est extrêmement facile à déplacer, d'autant plus en Belgique. Et donc l'idée serait, si jamais une régionalisation de l'impôt des sociétés intervenait, d'effectuer une répartition du bénéfice imposable
selon une multiplicité de critères repris dans une boucle qui tiendrait compte du coût salarial, des investissements immobiliers respectifs dans chacune des régions, des investissements dans d'autres actifs incorporels, voire du chiffre d'affaires. Et là, on rejoint tout à fait la discussion qui, et la boucle est bouclée d'une certaine manière avec le premier exposé du matin, on rejoint tout à fait la discussion qui a pour objet l'introduction d'une assiette commune consolidée à l'échelle européenne et puis, le cas échéant, à l'échelle mondiale, puisque les propositions faites dans ce cadre ont aussi trait à l'introduction d'une clé de répartition de la matière imposable et du bénéfice entre les différents États qui seraient concernés par cette assiette commune. Alors, régionalisation des compétences fiscales. Il faut se dire que dans l'accord politique qui a été passé, l'impôt des non-résidents demeurerait sous la compétence exclusive de l'État central, de l'État fédéral, alors que l'impôt des personnes physiques serait partiellement régionalisé. Je donne un exemple en reprenant le plan, et je vais terminer sur ce point-là. Je donne un exemple. Donc, qu'un résident flamand, qui habite, on est dans la deuxième colonne, tout au-dessus, qui habite en Flandre, et justement, la Flandre offre un régime intéressant, puisqu'elle offre dans son superarché fiscal un avantage fiscal pour les revenus du travail. Une diminution, par exemple, de l'impôt de 1 000 €, imaginons. Mais la Flandre n'est compétente que vis-à-vis de ses résidents. Donc, si jamais un Français, la France est en dessous, qui habiterait à Lille, travaille dans la même entreprise que le bon flamand, si un Néerlandais, c'est au-dessus, travaille dans la même entreprise, en principe, il ne peut pas obtenir l'avantage, puisque la Flandre n'est pas compétente, elle ne peut pas accorder des avantages fiscaux à l'impôt des non-résidents, elle n'est pas compétente, l'impôt des non-résidents reste fédéral. Alors il a été proposé de régionaliser aussi l'impôt des non-résidents, mais ça a été refusé. Mais par contre, il a été décidé que le régime fiscal des non-résidents serait adapté de manière à tenir compte des dispositions fiscales régionales et de manière ainsi à garantir le respect des 4 libertés fondamentales garanties par les dispositions des traités de l'Union européenne. Parce que la Commission européenne, il y a 2 ans, avait lancé une mise en demeure à l'encontre de la Belgique, justement parce que la Flandre avait octroyé un avantage fiscal de ce type, tout en le refusant à ses résidents qui travaillaient en Flandre, tout en le refusant aux résidents français et néerlandais qui travaillaient eux aussi en Flandre, ce qu'on avait appelé le job courting. Et la Commission européenne avait lancé une mise en demeure en disant que c'était contraire aux libertés de circulation. Vous imaginez, le Français qui réside en France, qui est taxé en Belgique parce qu'il travaille en Belgique, mais lui n'a pas l'avantage fiscal dont bénéficie son collègue, qui est assis à la même table que lui dans la cantine, et qui travaille dans la même usine, et qui, lui, habite en Flandre. C'est contraire aux libertés fondamentales européennes. Et là, l'accord politique maintenant est assez large pour dire que, dans ce cadre-là, il faudra étendre l'avantage fiscal. Il faudra étendre l'avantage fiscal aux Français qui travaillent en Belgique, en région flamande, aux Néerlandais qui travaillent sur le territoire flamand. Il faudra le faire. Par contre, Par contre, si nous avons un résident wallon ou un résident, je vais prendre plutôt, voilà. Si nous avons un résident wallon qui habiterait par exemple à Namur ou à Liège, en dessous, ou qui habiterait tout au centre, là, dans le petit point bleu, la 3e colonne du milieu, il habiterait là, il réside à Bruxelles, le malheureux réside à Bruxelles, et il travaille en Flandre, c'est possible. Il ne faut pas faire beaucoup de kilomètres, il n'y a pas beaucoup de montagnes à franchir, il n'y a pas de. Il y a un tram à prendre, le cas échéant, un métro. Lui, par contre, il tombe dans le régime bruxellois, il tombe dans le régime wallon s'il est en Wallonie, il ne tombe pas dans le régime flamand. Et là, comme c'est une situation purement interne, le droit européen ne s'en occupe pas.
Le droit européen dit, mais ça c'est purement interne, ça ne regarde que la Belgique, c'est intra-belge, ça ne regarde pas le droit européen, c'est une situation purement interne dont je ne m'occupe pas. Aucune protection, de la part du droit européen, aucune protection d'origine européenne. Alors, quid des protections internes, principe d'égalité et de non-discrimination, l'union économique et monétaire belge, les libertés de circulation, si jamais on n'accorde pas l'avantage flamand à celui qui réside à Bruxelles et qui travaille en Flandre, ça va décourager les Bruxellois d'aller travailler en Flandre, ça va décourager les Wallons d'aller travailler en Flandre. Ils n'auront pas l'avantage. La Cour constitutionnelle, devant une telle hypothèse, si elle suit la jurisprudence qu'elle a suivie par le passé dans une autre matière sur une affaire portant sur l'assurance soins, je ne rentre pas dans le détail, ce sera dans la contribution, mais si elle suit sa jurisprudence, elle dira, mais tant pis. Tant pis. Et si jamais vous voulez un avantage fiscal du fait que vous travaillez, vous voulez donc réduire ce fameux coin fiscal, cette fameuse charge que vous devez acquitter, et qui fait que parfois la différence entre ce que l'on a en poche en travaillant n'est pas beaucoup plus élevé. Le montant n'est pas beaucoup plus élevé que ce que l'on a lorsqu'on est au chômage. En Belgique, des allocations de chômage sont attribuées et la différence est parfois très basse. On appelle le piège à l'emploi. Dans ce cas-là, c'est vrai que si on décourage les Bruxellois et les Wallons d'aller travailler en Flandre, est-ce que ça a un sens politiquement parlant? Tant pis. La jurisprudence a constitué, tant pis. Et demandez à votre région, vous octroyez l'avantage en question. Mais ne pas obliger la Flandre à le faire. Ce serait la jurisprudence, on appelle la jurisprudence, dans un gros mot néerlandais, une sorte de gris, mais qui devrait être suivi prochainement. Donc voilà les problèmes de concurrence fiscale en perspective très sérieux pour la Belgique. Donc avant de régionaliser, le cas échéant, on a vos compétences matérielles, le cas échéant, la fiscalité, réfléchissez bien, ça coûte très cher, et il faut vraiment de bonnes raisons pour le faire, je crois. Alors, en Belgique, nous en avons de bonnes raisons, nous évitions l'explosion du pays. Je pense qu'on va peut-être trouver d'autres solutions. Voilà, merci de votre attention. Merci mon cher collègue. Voilà le cadre de la concurrence fiscale bien dessiné. Le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Un micro, je pense, à votre disposition. Merci d'abord et je m'adresse à M. Berti, à professeur Perez-Pardon. Donc on vient de souligner le professeur Marthe, la fiscalité est un instrument d'affirmation politique. Comme la concurrence fiscale est une limitation dans l'exercice de cette affirmation politique dans la mesure où l'État se trouve contraint d'adopter de nouvelles réformes et opter pour une nouvelle politique fiscale en vue d'encourager les investissements. Par exemple, les exonérations fiscales. Cette concurrence fiscale a donné en quelque sorte lieu à la naissance des paradis fiscaux. Est-ce qu'on peut dire que la concurrence fiscale retarde le développement économique et politique d'un État? J'ai une autre question, je l'adresse à monsieur le professeur Marc. Donc, professeur Bourgeois, le Maroc s'est lancé dans le processus de la régionalisation. Est-ce que vous pensez que la régionalisation de l'impôt peut être un outil efficace pour lutter contre la fraude fiscale? Et merci. Le développement économique des pays, les paradis fiscaux ou les paradis fiscaux en général sont initiés, ils sont en faveur des pays qui en bénéficient. Mais par contre, les pays qui sont défavorisés, ils sont sanctionnés, mais ça tire vers le bas, mais il n'y a pas un effet direct. L'instrument fiscal fait partie de plusieurs critères. Il est l'un des critères, mais il n'est pas le seul. C'est pas qu'il y ait un paradis fiscal dans la région, c'est que les autres régions ne se développent pas. Il n'y a pas de lien direct.
C'est-à-dire que c'est un instrument qui est à la disposition de tous les États. C'est qu'il ne suffit pas de légiférer en matière fiscale pour avoir un résultat. Il faut d'autres conditions qui soient réunies. Ah voilà, parfait. Merci. Donc la question de la régionalisation. Est-ce que la régionalisation de la compétence fiscale peut être un outil de lutte contre la fraude fiscale? Je pense que on ne peut pas répondre à cette question-là par un oui net ou un non net. Il y a des arguments qui peuvent être énoncés, mais qui dépendent aussi de la nature du terrain. Maintenant, premier élément, c'est que la concurrence fiscale, dans ses aspects positifs, peut avoir pour effet de rendre la fiscalité plus présentable à certains égards, peut forcer la concurrence fiscale étant déclenchant un processus de stimulation mutuelle à mieux faire, à mieux percevoir l'impôt, à être plus efficace dans le rapport entre l'impôt et la dépense publique. Une fiscalité peut-être plus présentable, on sait par diverses études passées qu'une fiscalité peu présentable peut être une fiscalité plus effective. Un exemple particulier, ce n'est pas nécessairement un problème de fraude, plus un problème d'évasion, mais auparavant, mais c'est toujours le cas d'ailleurs, les donations mobilières sont soumises à un tarif très élevé, progressif par tranche, un barème progressif qui doit probablement exister aussi en droit marocain, qui existe en droit français. Mais les donations mobilières ne sont pas, en droit belge à tout le moins, obligatoirement enregistrables. Donc beaucoup de gens, beaucoup de donateurs, donataires, de biens meubles n'enregistrent pas leurs donations mobilières et donc n'acquittaient pas l'impôt dû sur ces donations mobilières. Ça, c'est de l'évasion fiscale, mais pas de la fraude, puisqu'ils n'étaient pas obligés d'enregistrer. Mais quoi qu'il en soit, les régions, d'abord la région flamande, puis les autres régions suivies, les régions entament un processus de modification de la législation, les autres suivent et font presque la même chose, mais en essayant d'ajouter un petit élément qui renforce l'efficacité. Quoi qu'il en soit, on a fait passer ces droits de donation des droits de 3, 5 et 7%, ou 3 et 7%, ce qui est beaucoup moins que les 40, 50, parfois 60% qui existaient auparavant. Et là, tout d'un coup, les recettes ont augmenté. Donc en diminuant l'impôt, en réduisant l'impôt de